avec nous pour ce club des territoires, Ariane Anémoyanis, je vais y arriver. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes étudiante en droit à l'université Panthéon-Sorbonne, militante du collectif Le Point Levé. Ambroise Méjean, bonjour. Merci d'être là, président des Jeunes avec Macron, membre du bureau exécutif de Renaissance. Alex est revenu avec nous. On parlera avec vous de la mobilisation d'une partie de la jeunesse qui est arrivée dans les cortèges contre la réforme des retraites. Que veulent ces jeunes qui manifestent? Quel est leur profil? La contestation est-elle plus large que la seule réforme des retraites? On va en débattre évidemment avec vous. Ce sera tout de suite après l'actualité dans nos régions. On va aller du côté de Marseille. Et l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Marseille, on retrouve Léo Purguet. Bonjour Léo, merci beaucoup d'être avec nous, président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Évidemment, Marseille qui a été frappée une nouvelle fois, on a envie de dire ce week-end, par l'effondrement de 2 immeubles. Léo, le bilan est très lourd, on en est où ce matin ? Oui, le bilan est très lourd, 6 morts, toujours 2 disparus, et donc effectivement ça réactive des souvenirs terribles avec les effondrements que nous avons connus rue d'Aubagne, mais c'est une situation qui est très différente car il ne s'agit pas là d'habitat indigne, cela a été une fois encore confirmé par le ministre du Logement qui était sur les lieux. Et il s'agirait, même si l'enquête ne fait que commencer, d'une explosion de gaz qui serait donc à l'origine de ce drame. Effectivement, l'enquête ne fait que commencer. Les opérations de secours se poursuivent, Léo. Et puis, il y a aussi la question des nombreux habitants qui ont dû être évacués de ce quartier et de cette rue de Tivoli. Tout à fait, c'est d'ailleurs l'objet de l'un de nos reportages aujourd'hui avec des évacués qu'il faut prendre en charge d'urgence. On estime qu'à peu près la moitié d'entre eux va pouvoir retrouver son logement d'ici sans doute demain, 30% assez rapidement, et les 20 restants qui sont en réalité ceux qui sont riverains immédiats des immeubles effondrés, eh bien eux, il faudra sans doute leur trouver des solutions de relogement plus durables, car on ne sait pas encore si les bâtiments alentours sont suffisamment en sécurité pour pouvoir être réintégrés. Évidemment, Léo, vous l'avez dit, c'est l'émotion à Marseille et la Marseillaise, votre journal, s'est mobilisé pour couvrir cette actualité. Tout à fait. Vous savez que notre journal est très attaché à la question du logement et donc nous avons évidemment tout de suite réagi en allant sur place, en étant en direct sur les réseaux sociaux, également dans notre édition bien sûr de lundi et dans celle d'aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à saluer la mobilisation de la rédaction et des collègues qui ont assuré la couverture de cette actualité qui met aujourd'hui Marseille en deuil. Et c'est le titre que vous avez choisi, Marseille en deuil, c'est la une de la Marseillaise. Aujourd'hui, évidemment, de nombreuses pages à lire dans votre journal, Léo. Et puis, l'autre titre, c'est ce congrès du Parti communiste. Fabien Roussel, qui a été réélu hier à la tête du Parti communiste pour un nouveau front populaire. Voilà, double actualité à lire aujourd'hui dans la Marseillaise. Merci beaucoup, Léo Purguet, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce drame, évidemment, qui a touché la ville de Marseille ce week-end. On va passer au débat de ce club, consacré à la mobilisation de la jeunesse. Avant d'en parler avec vous, on va regarder le reportage de Fabien Recker, puisque Fabien a suivi étudiants et lycéens jeudi lors de la dernière journée de mobilisation, du blocage de lycée à la manifestation nationale dans les rues de Paris. On regarde. Ils sont quelques dizaines, ce matin-là, à bloquer l'entrée du lycée Gaston Bachelard à Chelles, en Seine-et-Marne. La plupart de ces lycéens vivent la mobilisation contre la réforme des retraites comme une première fois. Je ne m'intéressais pas tellement à la politique, je suivais juste ce qu'on faisait. Et là, depuis cette année, je m'intéresse un peu plus à la politique, à tout ce qui se passe autour de nous, m'intéresser du coup plus à mon avenir. J'avais déjà fait des manifestations, par exemple, contre les violences faites aux femmes ou contre la guerre en Ukraine, des choses comme ça. Après, pour la réforme des retraites, dans tous les cas, j'avais l'envie de faire de la politique. Du coup, ça m'intéressait de voir comment c'était les manifestations. Pour Maxence, comme pour ses camarades, un événement en particulier a été déclencheur. L'emploi du 49.3 à l'Assemblée nationale. Je ne savais pas ce que c'était au début, mais je trouve que c'est une
Ils ont fait ça dans notre dos, on va dire, et ils nous ont pas demandé notre avis. On a l'impression d'être mis à l'écart parce qu'on est jeune et qu'on n'est pas censé s'exprimer, mais on va tous avoir une retraite un jour, donc on doit s'exprimer et exprimer ce qu'on ressent. Hudayfa milite au syndicat La Voix lycéenne. C'est lui qui a organisé le blocus. Il confirme un effet 49.3 dans la mobilisation. Après l'annonce du 49.3, le chiffre a doublé, voire triplé, le chiffre de lycéens devant les lycées. On a vu que ça a ramené beaucoup plus de personnes. C'est vraiment en partie à cause du 49.3 qu'on est beaucoup plus qu'avant. Et ces lycéens portent aussi d'autres revendications, comme le retrait du service national universel ou l'abolition de Parcoursup. Fin de matinée, le blocus est levé, les élèves retournent en classe, mais pas Hudayfa. Avec ses camarades, direction la manifestation parisienne qui doit se tenir dans l'après-midi. En tête de cortège, les lycéens rejoignent les étudiants. Un tout petit peu plus âgé, mais tout aussi déterminé à faire reculer le gouvernement. Victoria a 20 ans, elle est en 3e année de droit à l'université Paris 1. Au fil des manifs, on a vraiment vu un peu l'évolution et on a vu qu'il y avait vraiment de plus en plus d'étudiants, j'ai envie de dire normaux, qui n'étaient pas forcément organisés ou très politisés avant et qui au fil des événements et des manifestations se sont un peu politisés. J'ai eu plein de copines par exemple de la fac qui m'ont appelé pour venir manifester la première fois, pour savoir comment il fallait faire, etc. Il y a vraiment un mouvement de personnes qui se mobilisent de plus en plus. Des étudiants qui pour certains vivent eux aussi leur première grande mobilisation, comme Victor. À cause de ses cours, il n'a pas pu aller à toutes les manifs, mais il tenait à venir aujourd'hui. Je m'intéressais, c'est-à-dire que je suivais les informations, mais je n'allais pas forcément à la manifestation. Là, il y avait une vraie colère. J'ai des amis qui sont syndiqués qui m'ont dit « viens, c'est vraiment important ». Il y a eu la colère très clairement au moment de l'annonce du 49.3. Ils ont osé le faire et c'est vraiment très très décevant de la part d'un gouvernement qui se dit à l'écoute des jeunes et qui finalement a jamais été aussi peu à l'écoute de notre population. Une jeunesse mobilisée qui s'est déjà donné rendez-vous le 13 avril. Prochaine journée de manifestation contre la réforme des retraites. Ariane Anemoyanis, on l'entend, on le voit dans ce reportage de Fabien, il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent pour la première fois, qui ne sont pas forcément politisés. Que vous disent-ils ces jeunes? Pourquoi cette mobilisation et qu'attendent-ils finalement? Effectivement, en fait, on le voit là dans le reportage, il y a une mobilisation de la jeunesse qui est ultra large, profonde. Ça se voit en fait avec énormément de jeunes qui se mobilisent pour la première fois. Ça se voit avec la mobilisation dans les universités et les facs, écoles d'élite, comme on dit, où on a vu en fait des blocus à Assas, Paris-Dauphine, à Montpellier. La semaine dernière, il y a la fac de sciences, il y avait 700 personnes en assemblée générale. Donc en fait, ça montre à quel point la mobilisation, elle est profonde. Elle tend même à s'accroître en fait dans les universités et aussi les lycées depuis la fin du bac et évidemment que la colère elle dépasse la réforme des retraites. Nous on est mobilisés globalement contre Macron, contre ce gouvernement et si on prête attention à nos revendications, on verra que tout ce que Macron a fait ces dernières années, nous on veut le défaire avec cette mobilisation. Ce dont on parle en fait dans nos AG, dans nos cortèges, bon déjà c'est de dire Macron démission, c'est ce qu'on chante en fait dans les cortèges étudiants et lycéens, mais c'est aussi s'attaquer en fait à la précarisation des jeunes par le gouvernement, c'est s'attaquer à la sélection. On a entendu Parcoursup, mais il y a aussi la réforme Trouver mon master qui est en fait la même chose, trier et mettre en concurrence les étudiants à l'entrée des masters. Il y a la question du SNU. Effectivement, Macron, il a peur de notre mobilisation, donc il a renoncé peut-être temporairement au SNU, mais en tout cas... On va revenir sur tout ça. On va revenir sur tout ça et sur les autres points, notamment que la réforme des retraites. Je vous laisse répondre, Ambroise Méjean. Non, mais moi, je veux saluer le fait que les jeunes s'intéressent et se mobilisent. Au-delà des désaccords politiques, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Peut-être vous faire sourire, mais ma première mobilisation étudiante, moi, en tant que jeune engagé, c'était contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy en 2010. Donc je le comprends, je l'entends très bien. Et honnêtement, je l'ai vécu à leur place. Vous auriez pu être à leur place. J'aurais pu être à leur place, peut-être plus jeune, parce que j'avais aussi, moi aussi, cette conscience politique-là qui faisait que j'avais eu envie de descendre dans la rue. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Sûrement, certains d'entre eux changeront d'avis sur ce sujet. Vous les comprenez, du coup? Mais je les comprends très bien. Et je pense que c'est pas négatif que la jeunesse se mobilise, en tout cas qu'elle s'intéresse à la vie
vie politique, quelles que soient ses opinions, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Maintenant, sur le sujet de la réforme des retraites et du 49.3, je crois qu'il y a aussi un jeu qui est fait par certains pour exciter une forme de contestation. Le 49.3, c'est un dispositif, on est sur une chaîne parlementaire, qui est un dispositif constitutionnel extrêmement simple. Le gouvernement a décidé de mettre la réforme des retraites devant le Parlement et lui dire est-ce que cette réforme, vous l'acceptez, oui ou non? Si vous ne l'acceptez pas, vous votez contre le gouvernement et vous le renversez. Ça aurait pu être fait. C'est d'ailleurs pas passé très loin, ce qui montre qu'il y avait une vraie division de l'Assemblée nationale avec 9 voix d'écart seulement. Mais c'est un processus qui est démocratique puisque l'Assemblée nationale se prononce. Le Sénat s'est prononcé également. Tout ça, c'est simplement pour déconstruire un peu le discours. Et puis après, de manière générale, je ne peux pas entendre que le président de la République n'a rien fait pour la jeunesse ces dernières années. Quand vous avez le taux de chômage le plus bas des jeunes depuis 40 ans, quand vous avez le niveau d'apprentissage le plus élevé qu'on n'ait jamais connu dans ce pays, quand vous avez le pass culture, le passeport, quand vous avez la gratuité des préservatifs, quand vous avez la mise à disposition de protections hygiéniques dans les universités, le remboursement des protections périodiques renouvelables à partir de l'année prochaine, autant de mesures qui sont des mesures favorables à la jeunesse. On va parler de tout ça, mais sur le 49.3, je voudrais vous faire réagir là-dessus, Ariane. Oui, non mais bon, déjà, il n'y a pas que les jeunes qui se mobilisent. Je ne pense pas qu'on puisse miser sur le fait que les jeunes vont changer d'avis en grandissant. On voit en fait que la mobilisation contre la réforme des retraites, elle dépasse largement les jeunes. Il y a la majorité du monde du travail, de la population qui est contre et qui continue d'être contre. Et ça, il faut le comprendre. Et le 49.3, la question, c'est pas le terrain de la légalité. Je suis au courant en fait que le 49.3, c'est un dispositif légal de la Constitution de la Ve République. Mais la réalité, c'est que c'est pas pour autant que c'est légitime. Quand il y a 3,5 millions de personnes dans la rue, quand il y a 93% des actifs qui sont contre la réforme des retraites, quand il y a des milliers et milliers et milliers de jeunes qui non seulement sont dans la rue, mais qui sont aussi dans les assemblées générales, qui portent en fait une aspiration d'avenir qui n'est pas l'avenir que nous promet Emmanuel Macron et qu'ensuite il passe en force à l'Assemblée nationale, mais pire que ça, il nous réprime avec en fait la police devant nos blocus lycéens, devant nos blocus universitaires, qui vient nous tabasser dans les manifestations. Désolé, mais ça peut être un dispositif légal. Pour autant, mais évidemment, mais bien sûr, les jeunes ils sont entassés dans les commissariats. Quand on regarde la Bravem qui roule sur un étudiant en BTS, quand on voit en fait les témoignages de ces étudiantes à Nantes qui ont été agressées sexuellement parce qu'elles sont allées bloquer un périph' dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, quand on voit les témoignages de ces étudiants dans le complément d'enquête France 2, je pense pas que ça soit des factieux comme veut le faire croire le gouvernement. La réalité, c'est que la mobilisation de la jeunesse, elle est très profonde, que nous on s'est mobilisés, y compris contre la dérive autoritaire d'un gouvernement qui passe en force une réforme qui est détesté et en réalité, comme il a peur d'une jeunesse qui se mobilise, à la fois il manie la carotte avec les 37 € de bourse. Je vous assure, c'est pas grâce à vous que vous avez obtenu 37 € de bourse. Surtout, on va faire réagir Ambroise Méjean sur ce que vous avez dit, notamment dérive autoritaire. Oui, non, mais il y a plusieurs choses qui me choquent dans votre propos. Déjà, à commencer par dire qu'on tabasse les jeunes dans les manifestations, pardon de vous le dire, mais moi je condamne, des vidéos et des enregistrements. Toutes les violences, ce que vous n'êtes pas capable de faire, toutes les violences. Et en premier lieu, celles qui sont commises par les manifestants, parce qu'un manifestant n'a pas à être violent. J'aimerais aussi que vous me disiez combien il y a de forces de l'ordre qui ont été blessées depuis le début de ce conflit. 1200 forces de l'ordre qui ont été blessées. J'aimerais aussi qu'on dise que quand les forces de l'ordre commettent des choses qu'elles ne doivent pas commettre, et il y en a, et ça il faut le reconnaître, on l'a vu, et les vidéos dont vous parlez, tout le monde les voit, donc évidemment qu'on les constate aussi, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Et dire que les forces de l'ordre ne sont jamais sanctionnées, c'est faux, pas plus tard que l'année dernière, c'est plus d'une centaine de sanctions, il y a déjà 50 enquêtes qui ont été ouvertes lors de ces manifestations. Il faut peut-être un peu d'équilibre dans le propos si on veut parler à tout le monde, et moi je condamne les violences d'où qu'elles viennent, et notamment lorsqu'elles commencent par celles des manifestants, parce qu'ils ne sont pas légitimes à les faire. Je suis désolé de vous le dire, vous pouvez jouer aux révolutionnaires dans la rue, vous pouvez exciter les tensions de certains, mais à la fin, vous n'avez aucune légitimité à faire œuvre de force. Qui se sont fait agresser sexuellement à Nantes, elles étaient violentes contre la police. Vous m'avez entendu, caricaturez pas ce que je viens de dire. Je viens de dire que je condamne évidemment les dérives lorsqu'il y en a, mais ce qu'il faut aussi d'abord, avant tout condamner, c'est les violences lorsqu'elles viennent de manifestants, parce qu'elles ne sont pas légitimes. Au-delà de ça, sur la dérive autoritaire, pardon de vous le dire, nous sommes le 11 avril, il y a un an, le 10 avril 2022, Emmanuel Macron était en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 28% des voix. 28% des voix. C'est-à-dire 2 millions d'électeurs de plus que Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui se prétend légitime à mener une contestation. Il a été réélu président de la République ensuite.
qu'il y ait des désaccords sur certains sujets. C'est le cas. Je ne vais pas vous dire qu'on est majoritaire dans le pays sur la réforme des retraites. Je ne suis pas aveugle et personne ne l'est. Par contre, ça ne justifie pas des slogans qui consistent à dire que le président de la République serait dans une attitude dictatoriale ou autoritaire. C'est faux. En fait, il n'y a rien qui justifie vos propos. Tout le monde le voit. Mais tout le monde le voit. C'est quoi tout le monde le voit? C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que c'est autoritaire. Quand on voit que le Conseil de l'Europe, Amnesty International, l'ONU s'inquiètent des violences policières mais c'est pas une dérive autoritaire, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, ça a de quoi interroger. Quand on voit que l'année dernière, effectivement, pendant les élections présidentielles, les jeunes ils se sont abstenus à 40% et ensuite majoritairement ils votent à gauche, la réalité c'est que Macron il a été élu par 12% de la jeunesse. C'est rien. Le point levé on fait plus dans les élections étudiantes quand on se présente dans les universités. Donc non, il n'y a pas pourquoi cette abstention? Pourquoi cette abstention? Mais parce que en fait nous on ne pense pas que on puisse donner légitimité à Macron ou à des candidats comme ça qui en fait sont en train de construire non seulement un avenir de misère pour la jeunesse mais paver la voie y compris à l'extrême droite, parce que c'est ça. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire de ne pas aller dans les urnes quand vous êtes appelé à voter et après de dire il n'y a pas de légitimité? Non, mais parce que vous voyez bien que nous notre génération on a bien compris que les acquis ils s'acquièrent dans la rue et on voit bien qu'en fait quand on se mobilise contre la réforme des retraites, quand on porte des revendications contre l'autoritarisme de Macron, contre la sélection, contre la précarité, c'est là où en fait Macron, effrayé par la mobilisation de la jeunesse, il fait un petit pas de côté avec la réforme des bourses et il renonce au SNU. Il faut pas. Non mais il faut pas se leurrer. Sur les deux points, je finis. Il faut pas se leurrer. Quand en fait les jeunes avec Macron, ils disent finalement regardez, nous on a fait 37 € d'augmentation des bourses en plein mouvement contre la réforme des retraites. La réalité c'est que c'est pas Monsieur Méjean qui s'est levé ce matin la main sur le cœur. C'est en fait que la mobilisation contre la réforme des retraites, elle est telle dans la jeunesse qu'évidemment ils préfèrent donner quelques miettes à la jeunesse parce que c'est totalement insuffisant plutôt que de tout perdre à l'arrivée, puisque vous savez bien qu'à un moment donné il va falloir payer la facture et que la facture elle sera très salée. Je crains de vous décevoir et de décevoir ceux parmi vous qui pensent que les mobilisations et notamment celles violentes permettent d'obtenir quoi que ce soit. La réalité de la réforme des bourses, elle est inscrite dans le calendrier du président de la République depuis sa réélection. Nous avons travaillé, nous, à la faire inscrire dans son programme présidentiel. Je ne suis pas sûr que ce soit le point levé ou que ce soit certains collectifs étudiants qui aient convaincu le président de la République d'inscrire ce texte dans son calendrier. Je ne suis pas sûr non plus que vous ayez défini le calendrier d'ouverture des dossiers de bourse, qui comme chaque année tombe en mars, et donc les annonces sont en mars. Il n'y a rien de nouveau à ça. Vous n'avez absolument pas contribué à cela. D'ailleurs, les organisations syndicales étudiantes dans lesquelles vous êtes et auxquelles vous êtes proches, dans lesquelles vous êtes proches, défendent absolument pas une revalorisation des bourses. Elles défendent une allocation d'autonomie à 1 200 € par mois pour tout le monde. Moi, je défends un revenu étudiant qui soit financé par le grand patronat parce que je pense qu'on mérite. C'est le grand soir. Mais en attendant, de pouvoir étudier sans avoir à travailler. Vous jouez aux révolutionnaires dans la rue. Nous obtenons des avancées qui sont extrêmement concrètes. 500 millions d'euros par an de revalorisation, c'est absolument inédit. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du système de bourse et ça va continuer puisque la réforme des bourses, il y a une deuxième partie qui arrive et j'invite tous ceux d'entre nous, de notre génération qui veulent participer à ça, à rejoindre les travaux qui sont faits de manière constructive par certains syndicats. Je pense notamment à FAGE. Et après on fait le point avec Alex. Qui participe au dialogue social, contrairement à vous. Mais les 37 € d'augmentation de bourse, mais c'est risible. C'est combien le montant d'une bourse? C'est en deçà de l'inflation. Ça dépend. Non, alors en deçà de l'inflation, il n'y a aucune revalorisation. En deçà de l'inflation et par ailleurs, il faut voir mais vous que pouvez pas mentir, en fait. la plupart des étudiants qui vont devant les banques alimentaires, parce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait pendant le Covid, c'est des non-boursiers. C'est des non-boursiers. Parce qu'en fait, il y a 56% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Il y a 56% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Mais on est conscient de cette réalité. Vous êtes conscient de la réalité, mais vous l'organisez consciemment. On n'organise pas la réalité, puisque aucun gouvernement n'avait fait autant d'efforts financiers. La jeunesse. Mais c'est faux. Enfin, vous voyez bien que vous racontez n'importe quoi. Vous dites déjà que c'est en dessous de l'inflation. Vous êtes à la défensive, mais c'est pas de la défensive. Attendez, pardon. Oui, mais vous prenez les jeunes. L'inflation, c'est combien cette année? L'inflation, ça dépend. Si vous prenez l'inflation alimentaire, c'est autour de 16%. Les prévisions de l'inflation pour cette année, c'est autour de 6 et 7%. D'accord. La revalorisation, elle se fait à hauteur de presque 7% sur l'échelon de bourse supérieur. Ça veut dire que sur l'échelon de bourse inférieur, qui concerne un tiers des boursiers, c'est pas rien, un tiers des boursiers, c'est plus de 300 000 étudiants. Sur ces étudiants-là, enfin c'est 250 000 étudiants, sur ces étudiants-là, c'est 34% d'augmentation. Parce que, juste pour le rappeler quand même, le montant des bourses, ça a été revalorisé de 37 € par mois. C'est absolument inédit, simplement parce que
ça n'a jamais été fait. Enfin, je veux dire, et accessoire, on ajoute en plus des boursiers parce qu'on est conscient de ce que vous dites. Et pour le coup, peut-être se mettre d'accord sur ce point-là. Vous en avez supprimé davantage dans les dernières années. On n'a pas supprimé, on a revalorisé le barème pour la première fois depuis 10 ans. Vous vous adresserez au gouvernement précédent, notamment socialistes, qui n'ont jamais. Qui avaient été exclus des critères de la bourse. On a revalorisé le barème pour faire re-rentrer des boursiers dans le système, ce qui n'avait jamais été fait depuis 10 ans. Et on va faire le point avec Alex justement sur ces autres mesures prises par le gouvernement. Et justement, alors c'est peut-être une coïncidence de calendrier, mais le fait est qu'en ce moment, le gouvernement envoie beaucoup de signaux en faveur de la jeunesse. Alors, on va parler du SNU, le service national universel. Au printemps, le président de la République devait annoncer une généralisation pour tous les jeunes de ce SNU, qui comprend, je le rappelle, notamment un stage de 2 semaines en internat avec uniforme, un SNU qui est pour l'instant facultatif, et sa généralisation finalement pourrait être reportée à une échéance plus lointaine pour éviter notamment de braquer la jeunesse en ce moment. Écoutez la ministre en charge du dossier, Sarah El Haïry, qui défend malgré tout ce service national universel. À aucun moment, le service national universel n'est un projet pour diviser. Au contraire, il est censé construire de la résilience, de l'unité de la nation et donner les moyens aux jeunes les plus défavorisés, les plus éloignés, de vivre la France de l'intérieur, de construire un commun. Moi, j'ai toujours présenté 2 hypothèses que j'ai préparées. Une qui généralise sur le temps scolaire et une qui crée, plus une généralisation par l'attractivité avec des hypothèses de reconnaissance de l'engagement. Et les deux, nous sommes en train de les expertiser. Et voilà, donc on comprend que 2 options sont toujours sur la table concernant ce SNU, soit la généralisation, soit des mesures incitatives pour s'engager dans ce service national universel. Concernant les étudiants, effectivement, le gouvernement a annoncé une hausse du financement des bourses étudiantes, une hausse de 500 millions d'euros qui ferait, selon le gouvernement, en moyenne une hausse de 20% de ce budget. Écoutez la ministre en charge de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Un demi-milliard d'euros mis sur la table, en effet, pour les bourses étudiants. C'est une augmentation juste historique. Et vous avez raison de prendre un petit peu comme référence, parce que c'est important pour les étudiants, l'inflation sur l'alimentation. Cette inflation aujourd'hui, elle est forte. Une inflation globale de 6%, mais sur l'alimentation de plutôt 15%. Et on a une réponse à 20%. Donc vous voyez, je pense qu'on répond. Et puis on pérennise le repas à 1 € pour tous les étudiants boursiers et tous les étudiants précaires. Et puis d'autres mesures en faveur des jeunes pourraient être annoncées. Le gouvernement prévoit d'abaisser à 17 ans ou à 16 ans l'âge pour accéder au permis de conduire. Une mesure qui ferait partie d'un plan en faveur de la jeunesse que la Première ministre annoncera avant l'été, avec par exemple des billets de train moins chers ou une simplification du versement des allocations logement. Un plan jeune qui était prévu avant la mobilisation contre la réforme des retraites, mais qui tomberait à pic dans cette période de contestation. Ariane, vous reconnaissez qu'il y a des mesures qui sont prises quand même par ce gouvernement ? Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une revalorisation des bourses de 37 €. Comme je le disais, la réalité, c'est que la précarité étudiante, elle ne va pas se résorber parce qu'on a 37 € par mois en plus pour vivre, alors même que précisément les étudiants précaires, c'est ceux qui sont le plus touchés par l'inflation alimentaire, sur les biens de première nécessité, sur l'augmentation des factures, etc. etc. Et encore une fois, comme je le disais, la réforme des bourses, elle n'arrive pas par hasard, comme si en fait on s'était levé un matin et que finalement Macron s'était dit « Oh mon Dieu, je vais aider les petits étudiants pauvres dans les universités ». C'est que c'est évidemment une réponse à la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est pas moi qui le dis, vous le dites aussi. Et ensuite, sur la question du service national universel, moi ce qui me frappe, et c'est les propos qu'on a entendus là, mais c'est aussi les propos que vous pouvez tenir sur d'autres plateaux télé, c'est à quel point le gouvernement est incapable d'assumer le fond de cette réforme-là. Quand on les écoute, on a l'impression que finalement le SNU, ça serait quelques chants de la Marseillaise, quelques pompes et quelques levées de drapeaux, et puis finalement c'est une petite colonie de vacances en plein air. Ça fait plaisir, mais ça n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que le SNU, c'est une entreprise de mise au pas des jeunes, où en fait on nous demande d'être formés à être dociles, à être sages, à être silencieux. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont expérimenté le SNU, qui sont carrément tombés dans les pommes. Il y a eu des expérimentations où ils ont carrément simulé des fusillades. Il y a une trentaine de jeunes qui s'est retrouvés à l'hôpital tellement ils étaient traumatisés par ce SNU-là. Et aujourd'hui, vous venez dire sur les plateaux télé que ce serait une colonie de vacances. Mais si vous voulez vraiment organiser ça dans le pays, allez faire le BAFA. Je pense que ça plaira davantage à tout le monde. La réalité, c'est que les jeunes, ils ont raison de se mobiliser contre le SNU. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez renoncé à son application ici et maintenant. Vous avez renoncé en tout cas parce que vous voyez bien que la réforme des retraites, elle mobilise la jeunesse au-delà de la question. Et on laisse répondre Ambroise Méjean. de la réforme. Bon, je vais sortir des caricatures.
évidemment, les jeunes qui participent au service national universel aujourd'hui sont plutôt enclins à être satisfaits puisque ce sont des volontaires. Mais il n'empêche que le taux de satisfaction est de 95% en sortie de SNU. Donc c'est que ça doit être un peu différent de ce que vous décrivez. D'ailleurs, moi, j'ai jamais parlé... C'est ce qui a été écrit dans la presse. Oui, 95% de taux de satisfaction, c'est aussi ce qui en ressort. Moi, j'ai jamais parlé de colonies de vacances. Je crois que le service national universel, il a plusieurs mérites. Le premier mérite, et celui pour lequel je le défends intrinsèquement, c'est qu'il est d'abord un vecteur de mixité sociale qui, quoi qu'on en dise, ne peut jamais être fait par l'école parce que vous ne permettrez jamais à des jeunes mahorais de rencontrer des jeunes qui viennent d'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme c'est mon cas. Vous ne permettrez jamais à des jeunes franciliens de sortir de cette région si vous ne faites pas ce dispositif. Et puis, au-delà de la mixité sociale, c'est un dispositif de formation à l'école, enfin républicaine. Et il n'y a rien de mal à ça. Enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait des formations sur la transition énergétique, le fait qu'il y ait des formations au premier secours, le fait qu'il y ait des formations à la citoyenneté, le fait qu'il y ait du travail en groupe, le fait qu'il y ait des levées de drapeaux, enfin tout ça n'a rien de choquant. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, 75% de la population y est favorable. Vous parliez tout à l'heure d'une opposition massive à la réforme des retraites. Je pourrais vous rétorquer sur le SNU que vous êtes largement minoritaire parce qu'il n'y a rien de mal à l'idée qu'on fasse pendant 2 semaines se rencontrer des jeunes qui viennent de territoires différents, qui travaillent ensemble et qu'ils soient encadrés, parce que vous êtes souvent dans la caricature, par un tiers de personnes qui viennent de l'éducation populaire, qui ne sont pas reconnues pour être des gens qui forment des jeunesses politiques telles que vous semblez le décrire, par un tiers de personnes qui viennent de l'éducation nationale et par un tiers de personnes qui viennent du monde militaire et des métiers en uniforme. Donc au-delà de la caricature que vous essayez de véhiculer, parce que ça ne vous arrange pas, évidemment, ce que vous cherchez, c'est le conflit de manière permanente. Et donc le fait que des jeunes qui ne se connaissent pas, qui ne viennent pas du même milieu, puissent se rencontrer, vous ne l'acceptez pas parce que ça dessert votre projet politique. Nous, ce qu'on fait, on le fait pour qu'il y ait une cohésion dans notre société et pour la reconstruire, là où vous cherchez à la défaire. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de cohésion dans la jeunesse que dans les manifestations contre la réforme des retraites. Mais vous croyez que c'est uniforme? Je pense que la mobilisation contre la réforme des retraites, ça permet de créer pas mal de cohésion. Après, moi, ça représente toute la jeunesse, ces mobilisations. Écoutez, il y a les jeunes massivement dans la rue et d'horizons totalement différents. Quand on voit que Assas, Paris-Dauphine, Toulouse, capitale, etc. Mais la réalité, c'est que vous parlez, pardonnez-moi, mais vous parlez de mixité sociale, mais vous avez fait une école à 30 000 € l'année en moyenne. Donc, excusez-moi de vous dire, mais si vous êtes sensible à la mixité sociale, excusez-moi de vous dire, mais les écoles commerciales je vais vous répondre de manière très simple. Oui, j'ai fait une grande école et j'en suis assez fier globalement parce que je viens qui ne représente absolument pas les moyens de la plupart des jeunes dans le pays. Je viens du collège public, j'ai fait le lycée public à Tournon-sur-Rhône en Ardèche. Je suis pas sûr que y ait beaucoup de gens qui, en venant d'Ardèche, aient pu accéder à une grande école. J'en suis assez fier parce que, vous voyez, moi, mon école de commerce, je l'ai pas payée parce que mes parents avaient de l'argent. Je suis désolé de vous décevoir, je l'ai payé avec un prêt étudiant que je rembourse encore tous les mois. Et je l'ai pas payé parce que je venais d'une classe favorisée. Donc désolé de vous décevoir, ça arrive. Évidemment, c'est minoritaire, très minoritaire, et c'est aussi le sens de mon combat. Et je dis pas que la réussite passe par le fait de faire des grandes écoles. Je dis juste que vous avez une vision absolument caricaturale qui consiste à enfermer les gens dans des cases. Et aujourd'hui, c'est quand même paradoxal de vous entendre dire ça quand on voit qu'une partie de la mobilisation étudiante s'appuie quand même sur des lycées comme Henri IV ou le lycée Racine dans le 8e arrondissement de Paris qui ne sont pas les endroits les plus défavorisés. Donc si on peut sortir de la caricature qui consiste à dire vous avez fait ça donc vous ne pouvez pas parler, je pense qu'on grandira dans le débat. Après, il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps à la fin. Sur la question du SNU, parce qu'encore une fois, la réalité, et c'est ce que disait Macron dès 2017, il l'a redit il y a quelques mois en 2022, c'est que le SNU, ça n'est pas uniquement un séjour de cohésion, c'est ouvrir la voie à une réhabilitation d'une forme de service militaire à un moment où il y a le retour de la guerre en Europe avec la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas moi qui le dis. 20 secondes. Excusez-moi. Et d'autant plus de conflits géopolitiques dans le monde. Et évidemment qu'on veut faire de la jeunesse la chair à canon des politiques impérialistes de la France à l'étranger. Et c'est même Macron qui le disait il y a quelques mois. C'est que la guerre en Europe, c'est aux jeunes qui devraient le payer. Mais enfin, allez, 10 secondes pour répondre. D'entendre une représentante d'un régime soviétique. Je sais pas, il faudrait écouter ce que disait Macron en 2017 pendant sa campagne. Le service national universel n'a aucune vocation militaire et vos caricatures n'y changeront rien. Et ce sera le mot de la fin. Vous restez avec nous, on va regarder ce qu'elle a une de nos quotidiens régionaux avec Alex Poussin.
Et Alex, à la une de la Provence et de Var Matin, les recherches qui se poursuivent après l'effondrement d'immeubles la rue de Tivoli à Marseille. Oui, toute une ville est dans l'attente du bilan définitif de ce drame à la une de la Provence. Marseille meurtrie à la une de Var Matin. Après l'effondrement de cet immeuble dans la nuit de dimanche à lundi, les premiers corps ont été extraits des décombres hier par les secours de Marseille. L'effondrement n'est pas dû à un immeuble insalubre comme dans le drame de la rue d'Aubagne en 2018, mais bien à une explosion. De nombreuses familles du quartier ont été évacuées et sont en cours de relogement. La solidarité s'organise dans la cité phocéenne pour aider les sinistrés. Et puis autre drame ce week-end en Haute-Savoie, une avalanche a emporté 6 personnes dans le secteur du glacier d'Armancette, parmi eux un couple du Rhône qui laisse 4 orphelins de 7 à 16 ans. C'est à la une du Progrès de Lyon. Une violence contre une élue, c'est à la une de Corse Matin. Oui, l'adjointe au maire d'Ajaccio, Simone Guérini, a vu sa maison incendiée. Un incendie criminel revendiqué par le GCC, les Jeunesses indépendantistes corses, un nouveau groupe armé qui sévit depuis des semaines. Et dans ce contexte de hausse de violence contre nos élus, la Dépêche du Midi fait sa une sur ces maires qui rendent l'écharpe tricolore. Depuis 2020, plus de 1000 maires ont démissionné. L'Association des maires de France tire la sonnette d'alarme. Hormis ces violences dont ils font l'objet, d'autres causes expliquent ce phénomène, une surcharge de travail et de faibles indemnités. La Dépêche de Midi qui publie aussi une interview d'Édouard Philippe en déplacement aujourd'hui à Toulouse. L'ancien Premier ministre estime que l'important dans cette crise sociale qu'on vit actuellement, c'est de renouer le fil du dialogue avec les syndicats et qu'il faut, je cite, du respect entre le gouvernement et les syndicats malgré les désaccords. Et cela va, je cite, dans les deux sens. La Gironde, elle attend des moyens pour lutter contre les feux de forêt. C'est à la une du journal Sud-Ouest. Les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sont aujourd'hui à la Teste de Bûche en Gironde pour parler des moyens contre les feux de forêt. Et les élus attendent des annonces fortes et des moyens face aux incendies qui vont arriver cet été dans le bassin d'Arcachon potentiellement, et notamment après un été 2022 catastrophique. Au final, les comptes ont été faits. 27 000 hectares ont brûlé depuis l'été dernier dans les Landes de Gascogne. Et puis, on va regarder une intéressante du journal La Voix du Nord sur le troc de graines. Et oui, les passionnés de jardinage se réunissent de plus en plus dans ce qu'on appelle les grainothèques. Ce sont des lieux pour échanger des graines. Ne riez pas, regarde, c'est un sujet très intéressant. Voilà, ces passionnés de jardinage. Il y a de plus en plus de grainothèques, notamment dans le département du Nord. Ça permet de préserver la biodiversité face à une standardisation des semences à cause de l'industrie. Je sens que vous allez vous lancer dans le troc de graines, Alex. Je vois que ça vous a passionné. Merci beaucoup, Alex. Merci, Ambroise Méjean. Merci beaucoup, Ariane Anémoyanis, d'avoir été avec nous pour ce débat. Prochain rendez-vous, 18h, Thomas Hugues, Sens Public. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.